Voilà, de retour pour cette deuxième partie, toujours la libre antenne, la saison 3, avec Claire Sévrac, toujours sur cette guerre secrète contre les peuples, avec, on l'a vu en première partie très longuement, les chemtrails, les épandages aériens, hein, il y a beaucoup, j'imagine, il y aura beaucoup de questions en troisième partie dessus, hein, et vous pouvez quand même commencer à les noter, les questions. Je voulais alors aborder aussi une autre partie très importante de ton livre, parce que évidemment, tu nous parles des chemtrails, mais aussi après, tu es obligé de donner une explication qui, un peu, et pourquoi. Parce que, évidemment, ce serait trop, on pourrait constater, mais on est obligé on va dire, tout au moins de spéculer, en tout cas, sur les intentions et les personnages qui se cachent derrière cette affaire. On peut dire un peu identifiable, quelque part, parce que, alors, on aime donner ce terme générique d'oligarchie, hein, c'est un terme... pour regrouper, on va dire, une espèce de caste comme ça, d'hyperclasse mondiale qui regroupe, on va dire, l'essentiel de l'argent, des pouvoirs, mais qui objecte réellement à un projet de société qui serait clairement, les mots sont lâchés, mais une forme d'eugénisme en tout cas, donc par le contrôle des naissances, mais aussi par la réduction de la population, parce que ça semble être un des objectifs de cette caste. Alors, il y a plein d'éléments aussi là-dessus. On peut parler de Kissinger, justement, Brzezinski et compagnie. Et qu'est-ce qu'on peut en dire donc de ces gens sur justement cet objectif de réduire la population mondiale? Parce que clairement, on est trop nombreux sur Terre à leur goût, c'est ça? Oui, alors ça c'est la constante, parce qu'il y a 10 ans, on était trop nombreux à nourrir. La planète ne pouvait pas nourrir tout le monde, donc il fallait accepter les OGM. Voilà. D'ailleurs, on nous le dit moins, mais il y a encore des gens qui le disent, des experts qui viennent dans les télés nationales. Mais maintenant, on nous dit plus trop ça. On nous dit qu'on est trop nombreux à polluer, etc., et à respirer. Donc, c'est pour ça qu'il faut une taxe sur le carbone. Mais, en tout cas, la constante, c'est qu'on est trop nombreux. Et il y a... Enfin, moi j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis 7-8 ans à me dire, bon, faut quand même peut-être que je regarde sérieusement ce qu'ils disent. Parce que j'ai vu passer des choses pendant 10 ans, des écrits ou des trucs de ces gens-là qui disent qu'on est trop nombreux sur Terre. Il y a des phrases qui sont absolument hallucinantes, quoi. Je veux dire, la femme qui a monté le planning familial qui dit la meilleure chose que vous pouvez faire pour une famille nombreuse, c'est de tuer l'enfant, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. Moi, j'avais tendance à mettre ça de côté parce que je trouvais ça tellement énorme que je voulais démontrer les choses que par des choses scientifiques et je me disais, ouais, bon, ok, ils ont dit ça, mais en fait, il y a une accumulation quand même de gens qui disent ça là-haut. Il y a les Georgia Guidestones. Alors, Georgia Guidestones, c'est les fameuses pierres qu'on trouve en Géorgie, oui, c'est ça, près d'Atlanta. Georgia Guidestones, qui sont ces 7 pierres monumentales sur lesquelles il y a écrit les 10 commandements. En bas, il y a une stèle qui dit financée par la société ou l'association du Nouveau Monde. Mais en fait, on peut rechercher, je ne suis pas la seule, hein, beaucoup de gens ont essayé de rechercher qui était cette société du Nouveau Monde. En fait, elle est immatriculée nulle part, on ne sait pas qui est derrière. Les montages financiers ont été faits avec des banques un peu partout qui ont amené de l'argent sans trop ça, avec des sociétés écrans, etc. Donc on ne sait pas qui c'est. Mais il y a 10 commandements dont le premier est la réduction de la population à 500 millions d'habitants. C'est ça. On est 7 milliards actuellement, c'est ça? Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est Walking Dead, là. Faut dire quand même... Au moins. Faut dire qu'ils mettent le paquet, hein, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'agriculture, entre ce qu'on mange, ce qu'on reçoit sur la tête, les ondes, les systèmes de santé, de protection qui s'écroulent, le chômage, parce que quand on précarise les gens et qu'en plus ils n'ont plus de couverture sociale, et là vous avez vu, ils sont en train de discuter de la retraite, comment rogner sur les retraites, voilà. Mais comment rogner sur les retraites pour les gens entre 50 et 55 ans déjà, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont aucune chance de retrouver un emploi, si emploi il y a, parce que ça aussi, quand on regarde les documents, on ne s'achemine pas vers le plein emploi, quoi. Quand on regarde... il y a un monsieur, on en a parlé tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski qui a écrit des bouquins en 1970, qui est toujours l'éminence grise d'Obama,
et qui est l'éminence grise de tous les présidents américains depuis Carter, et qui a écrit, quand j'avais jamais lu ses bouquins, j'avais vu des trucs passer pareil sur internet, mais j'avais pas lu ses livres. Et c'est pas des gros livres, hein, c'est des livres qui font 120 pages. Bon, effectivement, il faut parler anglais, mais tout ce que je dis, c'est décrit dedans. C'est-à-dire tout ce que je vois et tout ce que j'ai trouvé, c'est décrit dedans. C'est-à-dire qu'il met dans un de ses livres qui s'appelle Between Two Ages, vous pouvez aller voir, il est en téléchargement libre sur internet. Donc si vous parlez anglais, vous pouvez lire ce livre. Vous allez voir que c'est quand même pas, c'est pas de la science-fiction. Ce monsieur dit d'ici 2025, en 70, d'ici 2025, le climat sera l'arme absolue des États-Unis. C'est-à-dire que par le climat, il dit aussi textuellement, par le climat, on peut avoir, comment on dit, avoir la mainmise sur l'alimentation. Ça peut être une guerre économique, et c'est aussi une façon de faire pression sur un État. Sur un État, parce qu'on peut faire la guerre sans que ça se voie. Voilà, en fait, et il dit, c'est le principe des guerres propres, c'est-à-dire qu'ils sont aperçus qu'avec la télévision et tout, ils étaient obligés de jouer avec de tenir compte des opinions publiques. Et donc, ils veulent pas ça. Si les gens sont pas au courant, c'est déjà un truc avec lequel ils n'ont pas à se lutter. Et il dit bien que le climat deviendra l'arme absolue pour pouvoir influencer les nations. Et si jamais elles vont pas dans le sens de ce que veulent les États-Unis d'Amérique, pouvoir faire pression jusqu'à ce que... Et il décrit d'ailleurs comment on peut faire pression, comment en faisant un truc économique, c'est-à-dire en détruisant des récoltes, on peut affaiblir complètement une nation et après l'obliger à admettre ce que veulent les puissants. Par exemple, la fameuse tempête de 1999, la tempête du siècle. Alors ça, c'est pas lui qui en parle. C'est pas lui qui en parle, bien sûr, mais parce que ça peut faire partie de ça, parce que ça a souvent été évoqué, c'est pour ça que je mais parle. d'ailleurs, là, c'est pareil, moi j'étais passé complètement à côté, mais il y a eu un article dans le Nouvel Obs en 99 où le journaliste, je me souviens pas de son nom, titrait catastrophe climatique ou guerre ou attaque terroriste. Voilà. Mais en fait, les terroristes, c'est pas ce qu'on nous montre, c'est ceux qui veulent vraiment avoir la main mise sur les États. Et après, donc, il explique comment la tempête de 99 pourrait avoir été faite pour justement mettre la France à genoux. Parce qu'à l'époque, Chirac et Jospin étaient contre l'entrée des OGM et avaient fait campagne contre le traité de l'AMI, qui était l'ancêtre du TAFTA. Voilà. Et ils avaient tapé un bazar assez grand en Europe. Et donc, voilà. Et quand on regarde, en fait, on s'aperçoit que début janvier, Jospin revient et dit « Bah oui, mais finalement, c'est pas au gouvernement de s'impliquer dans les affaires des multinationales, etc. » Et il autorise l'entrée des OGM pour la recherche en France. Il revient pas sur le traité de l'AMI, mais il signe une convention ou un traité, je ne sais pas ce que c'était, qui dit que quel que soit le moment où ce traité reviendra en négociation, la France donne son pouvoir à la Commission européenne. C'est pour ça que ça me fait bien rire maintenant quand j'entends les députés dire « mais on n'est même pas au courant de ce qu'il y a dans ce TAFTA ». Ben oui, mais ils ont signé. Donc ils n'ont pas à nous tenir au courant puisqu'on n'a pas le droit de veto. Donc ils ont complètement laissé et c'est ce qui a pu... Et d'ailleurs on voit bien, enfin je veux dire là, même quand on prend l'actualité tous les jours, moi je suis catastrophée, je veux dire quand on voit là c'est hier soir ou je sais plus, oui, que les agriculteurs sont allés... Ah oui, chez Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll qui leur dit mais moi je peux rien faire. Je peux rien faire. Ouais. Enfin, si vous aviez encore un doute, voilà. Ils sont allés devant chez le ministre, mais visiblement, même s'ils nous séquestraient, ça ne changerait rien. Mais là, donc, ça veut dire que les États-Unis, parce que bon, il y a pas mal comment dire, il y a pas mal de gens qui ont évoqué cette attaque de 1999. On l'a évoqué aussi dans le cas du Japon. Ça a été souvent évoqué. Et l'attaque, je te coupe, mais l'attaque de 99, quand on regarde les faits, par exemple, le 23 décembre,
tous les relevés, toutes les courbes de relevés sur Terre, de HAARP, enfin de tous les systèmes, etc. Il y a la courbe qui fait ça, qui repart après comme ça, mais le 23, il n'y a rien, sur aucune courbe. Déjà, il y a le fait que c'était soi-disant un cyclone tropical. Or, les cyclones tropicaux, quand on regarde, ça se forme sur une mer chaude et ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et celui-là, c'était un 29 décembre, donc je pense pas que la mer était super chaude. Et le cyclone tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'était un cyclone atmosphérique et pas un cyclone tropical. Donc voilà. Et après, quand on regarde effectivement, est-ce que ça s'est passé? Moi, c'est ma technique. Après, je regarde si ça s'est passé ailleurs, machin. Et effectivement, il y a plein de catastrophes climatiques, entre parenthèses, qui arrivent dans le monde. Et quand on regarde, c'est par exemple la Chine, effectivement. La Chine, Sichuan, oui, le fameux tremblement de terre. Qui avait refusé de signer l'accord contre la Corée contre la Corée du Nord. Il y a Chavez qui avait expliqué l'histoire, on disait que c'était un fou, mais où il disait que l'histoire tremblement de terre à Haïti, c'était pour que les troupes puissent prendre pied en face du Venezuela, etc. Quoi. Et il y a il y a plein d'exemples, il y a des gens qui parlent. Enfin, on a même parlé du fameux tsunami, c'était en 2005, c'est ça, 2004, le fameux tsunami en Indonésie, enfin qui avait ravagé un peu toute l'Asie du Sud-Est avec cette... Alors là c'est pareil, quand tu regardes la patente de HAARP. HAARP, c'est pour les gens qui ne sont pas au courant. Alors HAARP, expliquons. Voilà. C'est 180 antennes immenses qui sont en Alaska, mais il n'y a pas que HAARP Alaska. Il y en a un peu partout. Il y en a en Russie, il y en a un énorme qui est en train de se développer encore plus en Sicile, qui est absolument énorme. Il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y en a dans plein d'endroits du globe. Et en fait, quand on regarde la patente de HAARP, ça dit bien, justement, et d'ailleurs Brzezinski en parle de ça, ça dit bien qu'ils sont capables de faire des tremblements de terre, des tsunamis, de faire exploser des bombes qui sont de la force des bombes, sont des bombes électromagnétiques, mais qui ont la force de bombes nucléaires. Donc c'est quand même bizarre que ce qui se passe, c'est exactement, encore une fois, ce qui est décrit dans leur truc, mais ça n'existe pas, quoi. Parce que HAARP, ça fait longtemps que... Bon, c'est un sujet quand même qui a été évoqué sur certains grands médias qui ont reconnu l'existence, donc pour le moins, en tout cas l'existence est admise. Ça reste assez mystérieux, assez secret quand même. Enfin, il n'y a pas trop de communication là-dessus. Mais l'existence n'est plus... là, c'est pareil. Ils disent que HAARP Alaska est fermé. Voilà. Mais, c'est ce qu'on nous explique. Mais par contre... je suis tombée sur un truc d'un radio amateur qui, je sais pas où, au Nouveau-Mexique, qui lui reçoit toujours la fréquence de HAARP. Donc c'est que c'est pas complètement dévitalisé si la fréquence est encore voilà. Et donc HAARP normalement sert pour soi-disant officiellement, c'est pour brouiller les communications en temps de guerre. Donc c'est une espèce de l'ennemi. Donc ça c'est de l'application militaire, on va dire. Mais c'est eux qui envoient des faisceaux d'ondes énormes dans l'ionosphère et ça leur permet de suivre les sous-marins en plongée, de scanner la Terre. C'est-à-dire maintenant, il peut plus y avoir un endroit où une base souterraine sans qu'ils soient au courant, puisqu'ils peuvent scanner l'écorce terrestre partout. Et puis alors, quand on met ça justement en rapport avec les épandages, on s'aperçoit que ça leur permet de créer par exemple, les épandages de baryum, c'est conducteur d'ondes. Donc ça permet à l'armée de ne pas avoir de trou dans la surveillance entre, par exemple, HAARP Alaska et HAARP en Russie ou à Munos en Sicile. Ça leur permet. C'est pour ça d'ailleurs que quand on voit les épandages, on voit d'abord des traînées, les traînées font ça et ensuite ça fait un couvercle. C'est-à-dire que comme ça, les ondes, il n'y a pas de trou dans la couverture. Oui, parce qu'on voit bien que ça fait comme ça et puis même des quadrillages. Donc après, ça couvre tout, absolument, le ciel. C'est une volonté de tout couvrir. Là, c'est pareil, si c'était des avions de ligne, moi j'ai un âge qui me permet d'avoir vu que des avions de ligne. Je veux dire, les avions de ligne, une fois que les avions de ligne étaient passés, j'ai jamais vu le ciel devenir gris ou noir, quoi. Ouais.
Parce que alors, cette arme climatique, parce que les autres pays l'ont aussi, cette technologie, parce que en Russie, ils l'ont. Les Chinois aussi. Ça, je sais pas, la Chine, j'ai pas eu accès aux archives. Aux États-Unis, c'est assez. Tout est. Enfin, si les documents sont déclassifiés, on peut y avoir accès. Comme on peut très bien appeler. Moi, ça m'est arrivé d'appeler le Secretariat of State dans l'Ohio pour avoir tel renseignement sur telle société, ils le donnent. Pas comme ici où. Il y a plus de transparence dans le système américain quand même, malgré tout. Quoi. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Parce que chez eux, c'est ça qui est assez fascinant. D'ailleurs, pour ça, on a parlé souvent de complot à yeux ouverts. J'ai déjà entendu cette expression. C'est-à-dire que finalement, tout est devant nous, mais si on va chercher, et en particulier... Mais je pense qu'il se trouve que c'est... Enfin, la majorité des gens qui tiennent la planète... Enfin, pas la majorité, mais une bonne partie des gens qui tiennent la planète est aux États-Unis. Mais je pense pas que ce soit les États-Unis... Enfin, c'est pas eux, il faut pas faire haro sur les États-Unis. Je veux dire, moi j'ai vécu 15 ans, c'est plutôt un pays dont j'ai des super souvenirs et que j'adore. Hein, mais il se trouve que bon, les dirigeants de la planète sont là-bas, quoi. Enfin, la plupart, une partie. Mais et puis il y a quand même des systèmes de surveillance, etc., qui sont vachement développés par rapport à ici. Hein. Donc, parce que toi, tu parles aussi, donc. On va dire de tout cet aspect aussi des choses qui est souvent, on va dire un peu moqué, c'est-à-dire les complots via les sociétés secrètes, comme Bilderberg, la Trilatérale, le CNR. Mais c'est pas un complot, c'est eux qui nous forcent à parler de complot. C'est pas un complot. Quand tu as un papier dans la main et que ce papier sort de la NASA ou qui sort du Sénat ou qui sort de la FSAPS, même en France, etc., c'est pas un complot. C'est juste quand tu mets les documents les uns à côté des autres et que tu démontres quelque chose, on te dit c'est la théorie du complot. C'est une façon d'évacuer le problème, mais non, c'est des cons, c'est la théorie du complot. Ouais, mais c'est facile comme ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'ils acceptent de discuter avec les preuves en main et après on verra s'il y a complot. Par contre, le complot, il est dans le fait que ces gens-là s'entendent derrière notre dos sans nous le dire. Dire voilà, normalement on doit, que ce soit après le code Nuremberg pour la santé, etc., on doit, et en démocratie enfin, la démocratie c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Or là on nous dit rien de ce qui se passe, on nous amuse, on nous dit regardez là, des trucs dont on n'a rien à faire. Par contre, je veux dire les choses importantes, on nous demande pas notre avis dessus. Ouais, parce que ces sociétés-là, faut pas minimiser, on va dire, leur importance, mais comment on doit décoder cette chose-là? C'est-à-dire, ce sont des gens qui travaillent tous entre eux dans le même sens, ou alors c'est quoi? Ils partagent les mêmes valeurs? C'est je pense qu'il y a un tout. Je pense que c'est un tout, c'est-à-dire c'est un petit cercle au départ de gens qui dirigent le monde. Ensuite, c'est des cercles concentriques, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont besoin de gens qui appliquent leur politique. Et ils ont besoin de gens qui prêchent la bonne parole pour que cette politique soit admise par les populations. Et donc ça fait des cercles comme ça, mais le noyau au départ, c'est pas énorme. C'est les mêmes qu'on retrouve derrière. C'est marrant d'ailleurs, parce que l'autre jour, je regardais un truc après avoir lu on parlait avec Lucien Cerise. En fait, on se rend compte, par exemple, que l'Institut Tavistock, l'Institut Berlin, etc., qui travaillait sur la manipulation mentale et tout, le nazisme est sorti de là. C'est pas Hitler qui a inventé le nazisme. Ça a été importé en Allemagne. Et quand on regarde qui finançait l'Institut Tavistock, eh ben, on tombe sur Rockefeller. C'est pas du complotisme, ça. Je veux dire, c'est dans leur statut. C'est pas moi qui suis une complotiste parce que je trouve Rockefeller là et que je le trouve aussi comme créateur de la Trilatérale, créateur du CFR, créateur du Bilderberg. C'est quand même pas de la faute de voilà, c'est pas celui qui découvre le truc qui est le complotiste. C'est-à-dire qu'on nous dit voilà, il faut élire des gouvernements, il faut voter parce que si vous votez pas, vous pourrez pas vous plaindre après. On voit bien maintenant que même si on se plaint après, ça sert à rien. Parce que depuis quelques années, je veux dire, on nous dit, on veut pas ça, ben c'est pas grave, vous l'aurez quand même. Ah bon? Okay. Parce que toutes ces sociétés, donc,
toi tu dis, bon bah voilà, c'est un peu des deux, ils œuvrent dans le même sens, ils partagent les mêmes valeurs. Tu cites d'ailleurs l'excellent livre de Pierre Hillard aussi, hein, Pierre Hillard qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, il faut bien le dire. Mais tout ça, est-ce que si demain, alors imaginons qu'on doive éliminer, on va dire, ces sociétés-là par le biais d'une loi, je sais pas, on imagine, est-ce que ça enlèverait le problème, tu penses, ou est-ce que non, parce que je pense que la nature humaine est ce qu'elle est et qu'il y a des gens pour qui la vérité est importante, il y a des gens pour qui le fric est important, il y a des gens pour qui adorent le beurre, il y a des gens, voilà, c'est la nature humaine. Donc ces gens-là, on voit bien, je veux dire, le nazisme s'est cassé la gueule, ils ont monté immédiatement les sociétés et les organismes qui leur permettent de remettre la main sur le monde entier. Et c'est juste que ils se réunissent par exemple dans le Bilderberg et que contrairement à ce qu'ils disent, c'est là que se prennent les décisions. En tout cas, c'est là que la feuille de route est donnée. Voilà. Alors ils vous disent il n'y a aucune décision qui est prise au Bilderberg, certes, mais ce sont quand même dans ces réunions-là que la feuille de route est donnée au cercle des exécutants et au cercle des journalistes, etc., qui vont prêcher la bonne parole. Et d'ailleurs, si vraiment, c'est comme tout, c'est comme pour les vaccins, c'est comme pour... si vraiment c'est bien, c'est pour notre bien et qu'il n'y a rien à cacher, pour qu'on nous le cache. C'est aussi simple que ça, je veux dire. Si tout est bien, il n'y a pas de raison de le faire en vase secret. Alors leur grand argument, c'est de dire, mais on se réunit entre nous pour parler tranquillement, loin des caméras. Comme ça, on est tranquille. Oui, parce que les gens n'auraient pas la même réaction off et on caméra. Peut-être que si on entendait ce qu'ils disent, on n'aurait peut-être pas la même réaction, c'est peut-être pour ça. Ouais, mais il y a quand même des trucs, c'est comme moi, j'ai mis des années à me dire qu'il y avait un côté... Au début, je me suis dit, c'est pour le profit. Après, je me suis dit, ça suffit pas, c'est le profit et le pouvoir. Au bout d'un moment, quand on voit qu'ils veulent éradiquer l'humanité sans grande raison... Parce qu'on sait bien que l'agriculture, s'ils n'avaient pas foutu l'agriculture en l'air dans le monde entier, la Terre peut nourrir 15 milliards d'habitants. Mais c'est quoi le principe de faire baisser la population? C'est-à-dire que, comme dit Brzezinski, en gros, pour lui, si je me place de son point de vue, il y a des gens qui ne servent à rien. Lui, il dit, en gros, il y a 20% qui sont utiles, et les 80%... Il a dit ça en 70. Ouais, le il a dit, on va vers une société du 20-80. Où 20% de la population suffiront à faire marcher la machine, les 80 autres % serviront à rien, ils n'auront pas de travail, donc pas d'argent, donc rien à leur vendre, donc voilà. Ça va être des useless eaters, ils disent, des bouches inutiles. Des bouches inutiles. Et quand on regarde ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on arrive dans une société où quand on met à côté le transhumanisme et leur plan, c'est-à-dire la manipulation génétique et le transhumanisme, ils n'auront plus besoin d'êtres humains ni pour aller à la guerre, pour servir de chair à canon, ni pour faire marcher les trucs puisque les machines remplacent les humains. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire d'une humanité qui va leur casser les burnes ? Parce qu'ils n'auront pas à manger, parce qu'ils n'auront pas où dormir, parce qu'il faut s'en occuper. C'est quand même plus pratique de te dire, bon, on a les esclaves, il faut les nourrir de toutes les manières. Ou alors il faut admettre que s'ils disaient à la population, on vous laisse mourir, je pense que là, les gens se réveilleraient peut-être un peu. Donc ils ne peuvent pas le dire. Donc le meilleur moyen, c'est quand même de les éradiquer et de garder ou de fabriquer les êtres dont ils vont avoir besoin. D'ailleurs, les êtres... Pourquoi ils font des recherches sur les chimères, par exemple, les croisements humains-animal aussi? Pourquoi? Parce que, par exemple, le singe est malin, le rat est ceci, et donc ils veulent voir ce que ça donne. Sinon, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de greffer un cœur de fœtus sur un rat? Ou de faire un homme cheval? Ou de faire... je veux dire, il faut bien qu'ils aient une raison. Et ça, c'est parce que s'ils arrivent par la manipulation génétique, par l'utérus artificiel, etc., ils n'auront plus besoin d'avoir des gens qui sont amoureux, qui sont malades, qui ont des états d'âme. Ils n'auront plus besoin d'avoir tous ces gens-là qui, en fait, on les emmerde, quoi. Et donc, ils pourraient fabriquer directement les gens dont ils ont besoin pour chaque poste
C'est-à-dire celui... Parce qu'en fait, ça remettra en cause leur pouvoir, c'est ça, cette population trop nombreuse? Non, ça les emmerde, il faut la gérer. Ouais, il faut la gérer. Faut gérer, c'est plus facile de gérer 500 millions d'individus que 7 milliards. Ouais, d'accord. Surtout si tu les fabriques pour qu'ils aient les critères dont ils ont besoin. C'est quand même pas un hasard si d'un côté les gens deviennent stériles et si de l'autre la recherche se fait. Pourquoi la GPA? Pourquoi au moment où le monde entier est dans une catastrophe globale, totale, je veux dire dans tous les pays du monde, pourquoi est-ce que le concerne, comment on dit, le truc numéro un, le souci numéro un, c'était le mariage gay? C'est pas pour les gays, enfin... C'est parce que c'est une façon de faire admettre la GPA. Puis une fois que la GPA est admise pour une fraction de la population, après on te dit oui mais il y a discrimination si les autres l'ont pas. Et ainsi de suite. Mais une fois que tu as la GPA, tu peux fabriquer déjà certains, d'ailleurs ils le font, ils s'en privent pas, en Inde, etc., en Russie, et même aux États-Unis, il y a plein de femmes qui sont des mères porteuses. Il y a même des usines à bébés au Nigeria, en Inde. Voilà. Qui va empêcher Bill Gates d'acheter 25 000 ventres et de faire et de mettre avec la manipulation génétique les chromosomes dont il a besoin pour fabriquer ce dont il a besoin? Qui va l'empêcher? Et puis en plus, s'ils sortent la reproduction du ventre de la femme, c'est beaucoup plus pratique. Parce que même la GPA, je veux dire, c'est une vraie femme qui peut avoir des états d'âme, qui peut refuser après. Si c'est une boîte qu'on met sur une étagère avec un utérus artificiel et des chromosomes qu'on plante et que ça pousse tout seul, eh bien, ils ne sont pas emmerdés. C'est le meilleur des mondes, là. C'est Aldous Huxley. Oui, mais ça, c'est pareil. Moi, on est dedans, là. Quand Pierre Hillard m'a dit que le meilleur des mondes, c'était pas un roman de science-fiction, je suis tombée de ma chaise. Parce que à l'école, on m'a toujours appris, on nous a appris pendant des générations que le meilleur des mondes était un roman de science-fiction. Alors que non, c'est pas un roman de science-fiction. Ouais, parce que là, on se dirige tout droit vers ça. C'était le programme de Julian Huxley, de son père, et qui était nazi à mort. Enfin, voilà. Donc, oui, parce que toute la famille Huxley, il faut bien le dire, était une famille, on va dire, qui faisait partie de l'élite, quoi. Qui était créateur du Bilderberg, dans la création du Bilderberg, dans la création du WWF. Je veux dire qu'on retrouve, c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes, parce que c'est ce qu'a démontré très bien Pierre Hillard, de montrer que tous ces gens appartenaient à une espèce de caste, qu'on retrouvait toujours les mêmes noms un peu partout à chaque fois. Il faut que les gens sachent que quand on arrive à trouver les connexions comme ça, on nous dit c'est la théorie du complot. C'est la théorie du complot. Voilà. Moi, il y a des trucs tous les jours où je me pose des questions. Quand on voit par exemple la vidéo de Christine Lagarde, c'est pas secret, alors, oui, elle est sur Internet. Alors c'est la fameuse vidéo qui nous a interpellés. Il y a une vidéo où elle fait les vœux. Voilà, le chiffre 7. Et attends, c'est une dame qui est patronne du FMI, qui a le monde entier sur ses épaules, et la marche du monde entier sur ses épaules, qui vient faire ses vœux à la presse, ou je sais plus, il y a 2 ans, et qui dit « Je vais vous parler du Magic 7, de la magie du chiffre 7 ». Et elle passe 10 minutes à nous expliquer la magie du chiffre 7. C'est surréaliste comme séquence. C'est surréaliste, non? C'est surréaliste. C'est un mélange d'ésotérisme et on va dire, de choses qu'on n'a pas... Alors c'est quoi le message là, je veux dire, il y a un moment où on est bien obligé de se dire qu'il y a une autre dimension là-dedans. En tout cas, on voit bien que là, ça paraît très clair qu'il y a de l'ésotérisme, il y a, on va dire, du mysticisme un peu dans sa démarche pour la représentante, donc la chef du FMI. Et puis tu parlais de Pierre Hillard tout à l'heure, mais tout se rejoint. Quand je discute avec Pierre Hillard ou quand je lis ses bouquins ou même Soral, Comprendre l'Empire, etc., je veux dire, on se rend compte, par exemple, tout ce qu'explique Pierre Hillard sur la régionalisation et là, on nous a dit il faut enlever les départements, il faut refaire des grandes régions, ça coûtera moins cher et tout. Résultat, ils ont créé d'autres comités, en plus de ceux qu'il y avait, donc ça coûte pas moins cher, ça coûte plus cher. Donc quelle est la raison? Et quand on lit Pierre, on comprend bien quelle est la raison, c'est-à-dire que là aussi, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que c'est effacer les nations, effacer nos identités, et créer des grandes régions qui vont s'en reporter directement à Bruxelles, qui vont être sous le contrôle de Bruxelles. Bruxelles, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial. Voilà. Donc moi, je veux bien, mais enfin, ils font tout, en tout cas, pour que... Et puis ça, là, pour le coup, là, cette fois, c'est plutôt 1984, le monde d'Orwell, avec les grands blocs, l'Eurasie, l'Océania, Eurasia, etc., pour ceux qui ont lu le livre. C'est-à-dire que
on est effectivement dans une période où ces romans dits d'anticipation, en fait, se sont révélés être presque des programmes politiques, hein, puisque ce sont les résultats de notre monde pour des choses qui ont été écrites. En tout cas, si c'était de la science-fiction, ça a été appliqué à la lettre. Hein, donc, oui, c'est ça. Brzezinski, c'est pareil. Hein, tout ce qu'a dit Brzezinski, franchement, je vous invite à aller les lire. Le Grand Échiquier, ça a été traduit en français, mais Between Two Ages, c'est en anglais, mais je veux dire, il y a absolument tout dedans. C'est-à-dire que si reprendre Brzezinski, c'est la théorie du complot, alors qui il faut citer? Parce que, je veux dire, ce monsieur est dans toutes les décisions qui concernent la planète depuis, je sais pas, depuis 50 ans. Et tout ce qu'il a anticipé, en tout cas, se réalise. Il n'a pas anticipé. Enfin, anticipé, il a dit ça va se passer comme ça. Il a dit ça va se passer comme ça. Il n'a pas dit je pense que je vais vous faire un roman, je pense que ça pourrait se développer comme ça. Il a dit non, il a dit voilà. Comme il dit, en fait les guerres géographiques et tout, ça n'aura plus lieu d'être parce que c'est plus le détroit de Formose et c'est plus... je veux dire, les endroits stratégiques dans le globe, puisque de toute façon, ils vont tout chapeauter et qu'ils sont capables d'influencer sur tous les trucs de la planète. Bon, si lui est pas crédible, alors je suis désolée, quoi. Surtout un personnage comme lui, tu parles aussi beaucoup d'un autre personnage, tu nous parles aussi de Kissinger, tu nous parles de... Tous ces gens-là, ils forment, voilà, c'est eux qui forment un peu cette élite, quoi. Ah, derrière, voilà, il faudra voir d'autres gens peut-être pas connus du tout, donc c'est le propriétaire des banques, par exemple. Oui, mais bon, ceux-là, on les voit. Oui, on voit bien dans les décisions qu'ils prennent, hein. Que ce soit quand on a vu les événements en Grèce, etc. Enfin, je veux dire, c'est pareil. C'est toujours les mêmes qui sont derrière. Parce que Mais par contre, je pense qu'on les connaît pas tous. Je pense que ceux qui dirigent vraiment, je pense qu'on les voit pas. Oui, ils sont pas médiatisés. C'est qu'ils ne cherchent pas à se médiatiser. Et surtout que ces gens-là, donc, seraient, je mets ça au conditionnel, derrière on va dire, les grands événements historiques quasiment depuis 2 siècles, quoi, en France, en France, je veux dire dans le monde occidental même, et par extension sur le monde, évidemment. Mais ce seraient eux qui seraient derrière donc, les grands événements, à savoir la Révolution française, les guerres mondiales. Alors ça, c'est ma copine Marion Sigaud. mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que tout... au fur et à mesure qu'on remonte, on s'aperçoit que oui, c'est pas d'aujourd'hui. Enfin, c'est juste que plus ça va, plus ils affinent leur truc, quoi. Et l'objectif, alors, réduire la population... Mais clairement, ça ne peut pas passer par un gros conflit, par exemple. Ce sera plus radical, finalement, que mais mourir à l'aspartame pendant 50 ans, j'ai envie de dire. Bah, non, mais ça fait marcher l'industrie. Ah oui, en passage. Au passage, je veux dire, il n'y a pas de petit profit. Ah oui, au passage. Si en plus, tu fais marcher... Oui, je peux réduire la population, en plus je m'en mets dans les poches. Mais regarde, quand on lit les livres de Philippe Even, je veux dire, là, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai pas les connaissances de Philippe Even, mais ce que j'avais à peu près compris, je veux dire, quand on lit ces livres avec les renseignements bien précis, et même ici des noms, je veux dire, qui sont des sous-fifres, qui sont ceux qui mettent en place cette politique-là et qui sont rachetables. Lui, il a aussi des roudoudounes. Je veux dire, il cite les noms, il dit pourquoi, il donne les preuves, etc. Je veux dire, ça non plus, c'est pas un hasard. Parce que tous ces événements mis bout à bout, c'est ça que évidemment les détracteurs de ces théories disent oui, mais rien ne peut expliquer que y a un lien entre la Révolution française, la Révolution américaine et la Première Guerre mondiale, quoi. Et la création de la Fed, parce que ce sont des choses, voilà. Ah ouais, mais cela c'est pareil. La Fed, je veux dire, ils ont bien arnaqué tout le monde. Parce que même, enfin, moi j'ai vécu 15 ans aux États-Unis, j'ai jamais pensé une seconde que la Réserve fédérale, avec ce nom, était un agglomérat de banques privées, quoi. La fameuse formule d'Alex Jones, Federal Reserve is as federal as Federal Express. Enfin, la Réserve fédérale est aussi fédérale que Federal Express, mais oui. Qui est une entreprise évidemment privée. Et tout est comme ça, parce que c'est comme ça pour la Banque fédérale, mais c'est pour, par exemple, le Codex Alimentarius. Oui. Ils nous disent aussi que le Codex Alimentarius, c'est ce qu'ils ont...
l'organisme qu'ils ont créé après l'ONU, l'OMC, l'OMS, pour que soi-disant le monde entier puisse manger les mêmes choses, avoir les mêmes accès aux mêmes médicaments, avec les mêmes normes. C'était soi-disant pour nous protéger. Au passage, ça a été créé par Fritz Termer, qui était le patron de IG Farben Auschwitz. Qui après Nuremberg a fait 2 ans de prison, a été récupéré par son camarade Rockefeller, avec qui il faisait du business avant, et qui ont monté le Codex Alimentarius, qui fait que par exemple Cocopelli est emmerdé, etc., et plein d'autres gens, que les substances naturelles sont confisquées. Il y a encore un pharmacien qui a une herboristerie qui vient d'être fermée et condamné, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, etc., pour vendre des substances naturelles dans son magasin, pour vendre de la prêle, enfin je veux dire, pourquoi? Parce que ça c'est des substances qui ne sont pas brevetables, donc tout ce qui peut leur enlever un petit profit, ils éradiquent. Voilà. Et donc là, c'est pareil, le Codex Alimentarius, on nous dit, c'est un organisme qui va veiller à ce que tout le monde dans le monde entier ait accès aux mêmes bienfaits, etc. Mais quand on regarde le Codex Alimentarius, ça n'est pas un organisme pour les humains. C'est a Trade Commission. Trade, en anglais, c'est deal et c'est commerce. Donc voilà, quand on nous parle du GIEC, là, par exemple pour la COP 21, on nous dit c'est le GIEC, l'organisme de l'ONU, etc. Voilà, l'IPCC, aux États-Unis c'est l'IPCC et en France c'est le GIEC. Mais c'est la même chose, sauf que ça porte un nom différent à cause des initiales, quoi. C'est groupement pour, je sais pas quoi, experts climat, pour le changement climatique. Mais là c'est pareil, on nous dit comment vous osez mettre en doute les résultats du GIEC, alors que le GIEC, c'est 2000 savants au-delà de tout soupçon, etc. Ok. Alors quand on regarde, d'abord ils sont nommés par les gouvernements, et en plus, ça n'est pas une commission indépendante, c'est sous l'égide de l'ONU. Donc, et en plus, quand on nous dit c'est des experts, sur les 2000, j'ai regardé, il y en a 20 qui sont des climatologues. Oui. Les autres, ils ne sont pas plus experts que moi, même moins, parce que je pense que depuis le temps que j'étudie la question. Mais voilà, donc on nous trompe sans arrêt, quoi. Parce qu'en plus, ce GIEC, il y a eu, au moment de la remise de son rapport, une partie des scientifiques, justement, qui sont nommés par le GIEC lui-même, qui se sont rebellés contre le rapport parce qu'ils disent qu'on a usurpé mon nom, on a eu mon nom sur un rapport. Oui, voilà. On me sans me demander, et en plus, je suis pas d'accord avec les conclusions. Donc, oui, mais ça, alors, ça passe à la trappe. Ouais. Et c'était un chiffre proprement hallucinant parce que tu les as cités 2000, il me semble qu'il y avait 1300 savants, quelque chose comme ça, qui avaient remis en cause le rapport. Et savants du GIEC, eux-mêmes, participant au GIEC en disant, mais non, mais attendez, on n'est pas d'accord, vous avez pris mon nom, moi, je suis pas d'accord avec ce qui est marqué. Donc, d'ailleurs, c'est ça, moi, qui m'étonne, c'est de voir à quel point il y a, on va dire, contestation de cette vision des choses sur le climat, on va dire, allez, pour schématiser, effet de serre qui provoque via le carbone, le réchauffement climatique, hein, évidemment, pour synthétiser. Mais on voit bien que l'idéologie dominante, c'est-à-dire ce qui est défendu par les médias, par le monde politique, c'est qu'on n'a pas droit de remettre en cause cette version-là. On a vu le pauvre, c'était comment il s'appelle, Monsieur Verdier, c'est ça, celui de... Oui, Philippe Verdier. Philippe Verdier, hein, il a juste osé dire qu'on les avait réunis pour leur dire ce qu'il fallait dire et qu'il s'est fait virer. Il s'est fait virer. Et combien de ses collègues ont protesté pour la liberté de la presse? Personne. On n'a vu personne. Si, on a vu des gens comme nous dire, voilà, mais on n'a pas vu effectivement ses collègues. Ah oui, non, mais quand je parle de la presse, je parle, enfin, je veux dire des gens qui nous donnent tous les jours des leçons en nous disant vous êtes des conspirationnistes. Je veux dire, là, la liberté de la presse, c'était quand même une énorme atteinte à la liberté de la presse. Personne n'a bougé. Hein. Donc il n'y a pas le droit de... On voit bien, ces sujets-là, on n'a pas le droit d'avoir une opinion contraire. C'est-à-dire, même sur le climat, comme comment dire, que tu disais au début d'émission, quand tu disais, voilà, dès qu'on est un peu hors de l'idéologie dominante, antisémite, extrémiste, etc., enfin, t'as tous les istes qui sortent. Mais pour le climat aussi, même cette chose qui paraît anodine, on va dire un peu comme ça. Le problème, c'est que maintenant, ça en fait des sujets où on ne peut plus l'ouvrir, quoi. Avant, il y en avait un ou deux. Oui, maintenant, ça fait un peu... Maintenant, dès qu'on l'ouvre sur quel que soit le sujet, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit, voilà. Et en plus de ça, la dernière... Il y a un bouquin qui s'appelle le DSM, qui est le livre qui répertorie toutes les maladies mentales
aux États-Unis, ouais, mais qui est valable pour le monde entier. Tous les psychiatres, etc., se réfèrent au DSM, c'est la Bible de la maladie mentale. Et la dernière maladie qui a été homologuée dans le DSM-5, c'est le non-conformisme. Ah oui, le non-conformisme, oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que dans quelques temps, quand ils en auront marre de nous supporter, on pourra être interné pour non-conformisme, parce qu'on est malade mental. Vous êtes malade mental, quoi, en fait. Toi aussi. Hein. Ah, ouais, je crains évidemment pour ma santé mentale. Non, mais c'est. Voilà. Et tout ça se passe dans. Enfin, cela dit, c'est organisé pour ça. Je comprends que quand on travaille toute la journée, qu'on rentre, qu'on se fait 2 heures de métro, machin, etc., on n'a pas envie d'aller chercher les documents. C'est éreintant. Moi, je veux dire, j'ai passé 3 ans sur cette enquête. J'ai vraiment cru ne pas en voir le bout, quoi. Parce que... Ah oui, parce que ça se voit, justement, je voulais te poser une question là-dessus aussi, parce que tu as vraiment fait un travail de recherche. Pour moi, ce que j'ai senti dans ton livre, c'est ce côté-là, justement. Alors, comme t'expliquais, tu as dit, moi, je veux me convaincre d'abord, moi-même. Oui. Mais je sens bien que tu t'es dit, non, vous n'allez pas m'avoir sur un truc en me disant, t'as sorti la référence, le truc, l'auteur, le machin, en disant, attendez, voilà, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Pour pas qu'on te dise, oui, mais attendez, Claire Sévrac, vous dites ça, mais vous n'êtes pas vraiment sûr. Non, comme à la fin, quand je dis c'est une volonté globale d'éradiquer l'humanité, de rendre les gens qui restent stériles pour avoir la main mise sur la reproduction humaine, comme ils l'ont sur les semences et sur les animaux. Mais je n'ai pas dit ça non plus au hasard. Quand on regarde, je suis tombée sur 2 documents de la NASA. C'est des documents internes de la NASA qui sont faits pour circuler. D'ailleurs, ils sont assez embêtés que ça soit sorti, puisque c'était fait pour circuler en interne entre les différentes sociétés, la CIA, la NSA, etc. Où ils s'interrogent, par exemple, sur comment amender la Constitution américaine pour donner et quels droits il faut donner aux post-humains. Parce qu'à partir de 2025, il y a un autre document de la NASA qui montre le déroulement de l'humanité, qui montre, ça part du moment où les hommes vivaient de cueillette, ensuite ils vivent d'agriculture sédentaire, ensuite ils vivent de l'industrie, c'est l'ère de l'industrie. Là on est dans l'ère pour eux des nano et micro-technologies. Et à partir de 2025, il y a marqué virtuel post-humain. Et donc, dans un autre document de la NASA, il parle de comment amender la Constitution pour donner des droits à ces post-humains, qui seront moitié humains, moitié on ne sait pas trop quoi. Mais enfin, là, c'est pareil. S'ils s'interrogent en interne pour savoir quels droits il va falloir donner à ces hybrides, ces chimères, qui sont encore humains, mais pas que machines, ou pas que enfin je veux dire, à moins qu'ils soient fous et qu'ils s'interrogent sur des trucs qui n'existent pas. La NASA d'ailleurs, un organisme aussi très suspect, j'ai envie de dire, qui est aussi au cours de l'histoire, on s'interroge beaucoup sur le sens de sa réelle utilité, quoi. Enfin, la NASA elle-même, s'il y en a qui me disent oui, ils savent envoyer des satellites, visiblement ils ont d'autres activités un peu plus suspectes quand même. J'ai pas pensé à ça, tu vois. Mais enfin, c'est où que l'on regarde, c'est ça moi qui m'interpelle, c'est que enfin, l'humain est faillible, donc on pourrait se dire ok, ils ont foiré tel domaine, mais tel domaine et tel domaine, c'est bien pour nous, les humains. Ouais. Or, quel que soit le domaine dans lequel on regarde, c'est pas bon pour nous. C'est-à-dire, ils savent bien, par exemple, quand ils ont implanté les micro-ondes partout, ils savent bien que c'est nocif pour nous, puisque les micro-ondes, c'est la technologie qui vient des radars, et qu'ils l'ont abandonné sur les radars parce qu'il y avait trop de gens autour d'eux qui étaient malades. Donc pourquoi ils l'ont mis en grande circulation? Pour que dans les crèches, on réchauffe les repas des bébés dans les micro-ondes. C'est quand même, je veux dire, il y a quand même une volonté de nuire qui peut pas être... enfin, je sais pas, quoi... Micro-ondes qui avait été interdit en Russie d'ailleurs au départ. Parce que justement les Russes se méfiaient des... c'est-à-dire c'est eux qui avaient plombé l'ambassade américaine. Oui, voilà, à Moscou. Donc ils savaient ce que ça faisait. Voilà. Oui, voilà, l'ambassade. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a su que Barry Trower, qui est un ancien
expert des micro-ondes pour le gouvernement et des radars pour le gouvernement britannique et qui après a fait 11 ans à la CIA pour débriefer les savants et les espions qui récupéraient. Et c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que les micro-ondes aussi enfin les effets des micro-ondes. Parce qu'ils ils balançaient des micro-ondes sur une ambassade américaine et en fait les mecs développaient tous des leucémies. Et puis les Américains au départ ont changé les gens qui étaient malades, en ont mis d'autres. Et en fait au bout d'un moment ils se sont rendus compte que c'était bizarre. Mais Barry Trower explique qu'ils ont été super sympas parce qu'au lieu de retirer, enfin de chercher et de retirer ce qui rendait les gens malades et de changer l'ambassade, etc., ils ont laissé les choses se faire pour expérimenter ce que ça allait faire. D'accord. Ils sont sympas ces Américains, un peu. Alors juste avant la pause, en France, ils nous avaient fait le pont Saint-Esprit aussi, petite expérience à l'époque, pareil. Ça servait à quoi cette expérience pour voir C'était du LSD, c'était pour savoir comment on réagissait au LSD. D'accord. Enfin, le LSD, c'est pas non plus en dehors du fait que bon, il y en a qui s'en servent pour planer, mais ou pour triper. Mais pour eux, c'était aussi des expériences de la CIA pour la manipulation mentale. C'était tous les programmes MK Ultra, etc. Et là aussi, comme par hasard, on retrouve, il y a des gens qui ont parlé, qui ont été soumis à ces programmes MK Ultra, etc. Et dont une fille qui s'appelle Cathy O'Brien. Cathy O'Brien, très connue sur le net. Qui explique que son programmeur était Mengele, quoi. Il y a quand même une suite. Mengele, je rappelle, donc docteur à Auschwitz, qui est un air docteur, c'est un collègue en fait. un collègue air docteur. On en reparlera pour ceux qui ne connaissent pas. C'est lui qui faisait les expériences sur les humains à Auschwitz. À Auschwitz, voilà. Air docteur aussi, il fait des expériences sur les humains, mais bon, il s'est recyclé depuis, on va dire. On va faire une petite pause et puis on revient juste après avec les questions. Je vais aller juste regarder, mais j'imagine, il y en a, je me fais pas de doute, beaucoup de questions. Oula, tellement de questions qu'on pourra pas tout répondre. Ah oui, pendant plus d'une heure, ça a questionné, mais c'est parfait. Et ben voilà, donc on va prendre les questions juste après. Vous restez avec nous, c'est la Libre Antenne, c'est la saison 3. On est toujours avec Claire Sévrac, à vous la régie.